Je voudrais tout de suite donner la parole à Monsieur Christian Poinbeuf, qui est le directeur des ressources humaines de la PHP. La PHP qui nous accueille dans cette amphi, qui est partenaire de cette manifestation. L'assistance publique hôpitaux de Paris est heureuse de vous accueillir dans un de ses plus grands établissements, la Pitié-Salpêtrière. L'assistance publique hôpitaux de Paris, 38 établissements regroupés aujourd'hui en 12 groupes hospitaliers, 92 000 professionnels et dans le champ du management, 6 000 personnes en responsabilité managériale, des médecins, chefs de pôle, chefs de service, des cadres, des directeurs de soins, 260 directeurs d'hôpitaux, un peu moins de 80 directeurs de soins, et donc une préoccupation sur le management qui a retrouvé une actualité il y a un an, puisque nous avons procédé à un baromètre interne, une enquête interne qui, entre autres résultats, outre le fait qu'on a eu la confirmation que les gens étaient extrêmement attachés à l'assistance publique hôpitaux de Paris, à la qualité du travail produit, la principale conclusion du baromètre, c'est de nous dire que nous sommes face à un défi managérial. Défi managérial sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Pascal Finkelstein y reviendra tout à l'heure. Nous avons une réflexion en cours sur un projet d'institut ou un projet que nous appelons pour l'instant PHP Management, et au sein duquel le coaching est partie totalement intégrante. Il y a au sein de l'institution à la fois une équipe de coach interne et un marché de coach externe, et l'institution considère qu'il est absolument indispensable que l'ensemble de ceux qui sont en situation managériale puissent à un moment donné prendre le temps de se poser, de regarder au fond ce qui les anime dans cet exercice extrêmement difficile qui est à la fois pour nous un accompagnement pour un certain nombre de gens qui rentrent dans le métier, pas toujours formés, puisque malheureusement nous avons près de 400 personnes qui sont faisant fonction de cadre et pour lesquelles nous venons de mettre en place un dispositif d'accompagnement. Mais on voit bien aujourd'hui que les ressorts du management sont des ressorts compliqués dans un environnement hospitalier qui est en pleine mutation, avec aujourd'hui à l'assistance publique une réorganisation intervenue depuis 4 ans avec ces groupes hospitaliers, une centaine de restructurations qui se sont déroulées et des tensions et des contraintes qui pèsent fortement aujourd'hui dans les équipes et qui rendent le travail d'encadrement, le travail de management particulièrement difficile. Je vais pas, on m'avait préparé évidemment quelque chose sur le coaching, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je revienne là-dessus, je voudrais simplement insister beaucoup sur l'intérêt pour une institution comme la nôtre d'avoir au sein de cette institution une équipe de coach interne. Équipe de coach interne qui bien entendu a été formée, qui est certifiée et qui a travaillé sur l'accompagnement essentiellement de l'encadrement intermédiaire et supérieur. En ce qui concerne les directeurs, il m'arrive assez fréquemment à la fois d'orienter un certain nombre de directeurs vers nos conseillers carrière qui sont eux-mêmes coachs, mais aussi d'avoir recours à un marché externe avec un réflexe que j'observe assez fréquemment, qui est une certaine pudeur, lorsqu'on est en position de directeur, à s'adresser à un coach interne pour des questions de discrétion, de confidentialité. Je déplore souvent, et je le dis souvent aux directeurs qui viennent me voir parce qu'ils sont à une étape de leur carrière, parce qu'ils ont besoin de réfléchir sur le management, qu'on est dans une situation avec des règles du jeu qui sont extrêmement simples. Lorsque il m'arrive d'engager un processus de coaching, on pose les règles, notamment sur la discrétion, le rendu compte, qui n'est jamais rendu compte de fond, à notre égard, mais plutôt un travail de reporting qui doit se faire dans la confiance. Et j'observe assez fréquemment qu'il y a une espèce de position de retrait, un peu marquée,
parce qu'on a ce sentiment encore aujourd'hui que le coaching ne vaut que lorsqu'on est en difficulté. Et je pense que c'est un travail de conviction que nous avons à partager, que vous avez à partager sur le fait que, bien entendu, ça peut intervenir en situation de difficulté, mais ça ne me paraît profitable que lorsqu'on est dans une interrogation qui ne ressort pas nécessairement d'une difficulté professionnelle, mais plutôt d'une interrogation sur les ressorts personnels qui font qu'on assoit cette fonction de manager dans des conditions qui allient à la fois la capacité à donner du sens, la capacité à poser l'autorité, et pas de l'autoritarisme, la capacité à engager des équipes dans des processus collectifs à un moment où nous sommes, en tout cas dans le monde hospitalier, confrontés à la montée de l'individualisme, alors même que notre travail est un travail nécessairement pluriprofessionnel, pluridisciplinaire et un travail collectif. Donc voilà, en quelques mots, ce que je pouvais vous dire sur l'intérêt, en tout cas pour nous, du coaching. Je suis vraiment très heureux que cette première manifestation nationale, si j'ai bien compris, puisse se dérouler dans nos locaux. Et je vais vous souhaiter une excellente journée de partage. Vous avez une journée pour vous poser tranquillement et pour pouvoir échanger entre vous. Ça nous arrive au fond assez rarement, donc je vous la souhaite extrêmement profitable. Bonne journée. Prenons la suite de M. Poinbeuf. J'ai le plaisir d'introduire ce colloque intitulé « Coaching interne, politique RH et accompagnement professionnel personnalisé ». Et j'ai le plaisir de l'ouvrir à plusieurs titres. D'abord, en tant que président de l'Association française de l'accompagnement professionnel personnalisé, association créée en 2009 pour être un dispositif de réflexion collective et un lieu de patrimonialisation. Mot difficile à prononcer, mais qui me paraît assez représentatif de ce que nous cherchons à faire. Nous en sommes dans la ville de la FAP à une douzaine de séminaires qui ont été organisés et aujourd'hui à notre premier grand colloque national. Ces séminaires sont disponibles en vidéo et constituent une bibliothèque vivante pour tous ceux qui s'intéressent à l'accompagnement. L'objectif de notre association est aujourd'hui pleinement atteint par ce moment de rencontre entre praticiens pour prendre le temps de penser, comme l'a rappelé M. Poinbeuf, temps qui, dans notre vie quotidienne aujourd'hui, notre vie de travail, nous est compté. Prendre le temps de penser ensemble cette pratique émergente qu'est le coaching interne. Notre objectif, toujours pour notre association, la FAP, est de favoriser et de permettre la mise en relation d'expériences pratiques et de regards théoriques sur l'accompagnement professionnel personnalisé dans le cadre donc de conférences que nous organisons afin de contribuer à la formation et au développement du professionnalisme des coachs internes et externes. Je suis aussi heureux surtout d'avoir pu construire et mener ce projet en collaboration avec InCoach et avec sa présidente qui est là, Agnès Jousselin, qui s'exprimera tout de suite après moi. Donc heureux d'avoir pu mener ce projet en partenariat avec l'APHP et en partenariat aussi avec la revue Le Sujet dans la Cité, donc qui est une revue qui est appuyée à l'Université Paris 13 et qui édite depuis un certain nombre de numéros maintenant, donc des ouvrages qui sont particulièrement intéressants et donc j'ai contribué dans le cadre d'un numéro spécial numéro 3 à cette œuvre de publication en publiant un livre qui s'appelle donc Du coaching à l'accompagnement professionnel personnalisé. Donc merci en tous les cas à la PHP encore une fois de nous accueillir aujourd'hui comme partenaire dans ce lieu
qui est un lieu agréable avec des fenêtres. Voilà, et je pense que pour nous, coach, les conditions de travail, la présence de la lumière nous est particulièrement nécessaire. En tous les cas, j'y suis moi sensible par rapport à des situations où quelquefois on est enfermé dans des sous-sols. Je me réjouis aussi de voir que l'information sur notre colloque a été diffusée par les grandes associations professionnelles, l'ASF Coach, l'ICF et EMCC. Et je les en remercie. Heureux aussi en tant que directeur de la formation de coach interne et externe dans le cadre du Centre d'analyse des pratiques professionnelles. Heureux de voir des stagiaires qui sont là aujourd'hui, qui sont maintenant donc coach externe et coach interne, présents aujourd'hui. Dans le cadre du Centre d'analyse des pratiques professionnelles, nous avons formé une trentaine de coachs internes pour le rectorat de Paris et une dizaine de coachs internes pour l'assistance publique de Paris, la PHP. Formation qui se poursuit en 2014-2015. La spécificité de cette formation est d'être ancrée profondément dans les sciences humaines, de s'intéresser à la personne dans sa globalité et dans son environnement, en reliant les notions d'individu, de groupe, d'organisation, d'institution, notions qui, malheureusement, sont souvent séparées et cloisonnées en disciplines juxtaposées. Ce parti pris de reliance me semble particulièrement nécessaire pour la formation et la supervision des coachs internes, et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans l'atelier numéro 3. Nous ne proposons pas de boîte à outils à nos stagiaires, ni de recettes du bonheur individuel. Notre ambition est de leur donner une formation théorique et pratique de haut niveau, afin de leur permettre de mettre en œuvre une conception de l'accompagnement qui permet aux coachés de se construire en tant que sujet responsable de ses choix. Notre conception de l'accompagnement reste fidèle à ce que nous avons écrit dans une brochure de l'ASF Coach, à l'époque où un certain nombre d'entre nous étaient responsables de cette association. Et je cite, « Le coach prend en compte les objectifs, les valeurs en jeu et le contexte de chaque problématique qui lui est proposée. Sa vocation n'est en aucun cas de formater des individus, mais de contribuer au développement d'une personne libre et consciente de ses choix en relation avec son environnement. » Quelques mots enfin sur la genèse et le sens de ce colloque pour moi. En tant que membre titulaire de la SF Coach, en tant que passe-président, j'ai mesuré l'importance du développement du coaching interne depuis une quinzaine d'années. Développement qui m'a été confirmé par mes nombreux contacts avec les associations professionnelles qui organisent et constituent des repères donc, pour notre profession. Depuis mon engagement dans le milieu français du coaching, j'ai constaté un besoin criant dans ce milieu professionnel. Le besoin de développer une réflexion sur l'accompagnement en tant que pratique sociale instituée, afin d'offrir une alternative critique à une conception adaptative du coaching. Comme nous l'avons écrit dans le texte d'introduction, ce premier colloque consacré au coaching interne s'inscrit dans un contexte marqué par l'évolution du coaching en France, doublé d'un besoin de confrontation et de réflexion critique. Le coaching, vous le savez, a été réservé dans un premier temps au top management des entreprises du secteur privé. Il s'est ensuite étendu à l'ensemble de l'encadrement et s'est développé sur le mode du coaching interne dans divers secteurs et sans doute pour beaucoup grâce justement au coaching interne. Il s'est développé dans les entreprises, dans le secteur sanitaire et social, dans le secteur associatif, dans la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Cet essor de la fonction de coach interne pose des questions qui aujourd'hui font débat et nous sommes réunis justement pour en parler entre nous. Font débat notamment en termes de politique des ressources humaines. C'est pourquoi nous avons organisé cette journée en 3 tables rondes. Appréhender les enjeux du coaching interne,
Deuxièmement, réussir la mise en œuvre du coaching interne. Et troisièmement, concevoir la formation et la supervision des coachs internes. Pour conclure cette introduction, je souhaite situer cette journée sous le signe de l'éthique de l'accompagnement. Éthique du dialogue, de la confrontation et du débat. Éthique de la conviction, qui nous pousse à défendre nos ancrages théoriques et pratiques dans l'ensemble des sciences humaines. Éthique de la responsabilité individuelle, sociale et sociétale. Et enfin, éthique de la finitude, qui nous conduit à accepter nos limites, nos failles et notre part de doute, mais pour mieux revenir en boucle réflexive à l'éthique du dialogue, en acceptant le prix à payer, celui de l'épreuve de l'altérité. Je vous souhaite une bonne journée de colloque. Bonjour à vous. Et merci, j'allais dire merci de nous accueillir et bienvenue dans ces locaux. En tant que présidente de l'association InCoach, je suis heureuse aujourd'hui vraiment de participer et de collaborer pour la réussite de ce colloque et pour la réussite du coaching interne. Comme vous pourrez le lire, l'association InCoach a été créée en 2007. Elle a pour objectif de faire entendre la voix du coaching interne, d'être référence peut-être, et d'offrir surtout un espace de partage, d'entraide et de réflexion entre les coachs et les entreprises qui ont décidé de développer le coaching interne. Ça fait plus de 7 ans que nous réfléchissons à cette spécificité, à notre posture particulière, car elle est particulière, aussi bien qu'aux limites du métier, aux risques, il y a des risques dans le positionnement particulier du coach interne, mais aussi à sa plus-value, aussi et surtout à sa plus-value au sein des entreprises et des organisations. On est à peu près 50 membres aujourd'hui. On est en train de publier le fruit de nos réflexions diversifiées. C'est avant tout la diversité qui nous intéresse, mais les fondamentaux restent les mêmes. Et je regarderai Annie Crichet qui a publié le premier livre, et tout reste valable encore aujourd'hui. Comme vous pourrez l'entendre dans les témoignages des tables rondes, les modes d'implantation et les modes de mise en œuvre des politiques de coaching sont en train de changer. On est passé du première génération de coachs internes, les vrais pionniers, des persévérants acharnés qui ont dû se défendre becs et ongles, qui ont dû convaincre, qui ont dû se battre pour faire admettre, pour faire accepter, pour développer le coaching interne. Deuxième génération des entreprises qui ont décidé, des alliés quelque part dans l'entreprise, qui ont décidé de mettre en place le coaching interne. C'était un petit peu plus simple. Troisième génération des entreprises qui implantent vraiment le coaching interne, qui l'introduisent, qui l'incluent dans la politique des RH. Et là, maintenant, on recrute aussi des coachs internes qui viennent de l'extérieur. Les uns et les autres ne sont pas recherchés pour les mêmes compétences. Voilà, donc le coaching interne évolue. Dominique vient de vous le dire, c'est en pleine évolution. Moi, je dirais même c'est en pleine expansion. Et je crois que le nombre de participants à ce colloque aujourd'hui en est un peu la preuve. Et pour autant, le coaching interne doit rester professionnel. Il ne doit pas se substituer à du coaching externe, il a sa spécificité, et il doit être complètement intégré à une politique des ressources humaines et du management. C'est en tout cas la vision que nous en avons et que je défends ici aujourd'hui. On a réalisé une enquête au sein d'InCoach et les résultats nous confirment, ont été confirmés par une étude en Master 2 en Belgique, en sociologie, qu'effectivement, le coaching interne a une réelle plus-value au sein de l'entreprise. La première plus-value, c'est une plus-value en termes de coûts. Grand débat, retour sur investissement ou pas retour sur investissement. Toujours est-il que les organisations, effectivement, s'expriment clairement là-dessus. En termes de coûts, c'est important, que ce soit des coûts bruts, mais aussi des coûts cachés, entre guillemets. En général, le coaching interne est indolore pour l'entreprise, car le coach interne est souvent sur une autre activité. Donc voilà, ça passe dans la masse, ce qui simplifie et ce qui permet une vraie démocratisation du coaching interne, du coaching donc. Et c'est là où on va se retrouver effectivement en coaching interne, principalement sur du coaching de management intermédiaire,
voire premier niveau de management de proximité. C'est vraiment une grande plus-value, la première plus-value du coaching interne. Et pour ce management intermédiaire, pour les dirigeants, ils peuvent avoir peur effectivement de la non-confidentialité, de la discrétion. Pour le management intermédiaire, il y a un premier atout qui est important, c'est que le coach interne comprend, les écoute. Et ça, c'est un premier pas dans l'alliance du coach qui est là présente dès le départ. Donc ça rassure. Ce qui intéresse les entreprises, c'est aussi l'impact que peut avoir le coaching interne sur l'ensemble de cette politique ressources humaines. Ce n'en est qu'un élément, je vous l'ai dit, pas question de remplacer tout, le coaching reste le coaching, mais il traduit en général une forte volonté de l'organisation, de l'entreprise, de remettre l'humain au cœur des ressources humaines et au cœur du management. Il permet souvent, le coaching interne, un retour de signal, un retour d'alerte, de signaux forts ou de signaux faibles, et en même temps, la démocratisation dont je viens de parler permet réellement le développement d'une culture managériale complètement adossée et tournée vers l'accompagnement et la posture de coach. Voilà, ça c'est vraiment l'expansion et l'évolution du coaching interne. Malgré tout cela, en tant que coach interne, nous devons rester extrêmement vigilants aux limites de l'exercice. Il y en a. Il y a des risques d'instrumentalisation, il y a des risques de substitution du management. Nous avons des zones d'ombre, puisque nous appartenons au système, et donc nous ne pouvons ignorer ces risques, et nous devons au contraire en rechercher toutes les parades, les éviter, et collaborer surtout avec l'ensemble des professionnels des ressources humaines pour faire connaître, pour faire respecter le cadre dans lequel nous devons intervenir. Comme vous le verrez plus tard, nos pratiques, nos entreprises sont très diversifiées. Il y a différentes stratégies d'implémentation d'une démarche de coaching interne. C'est cette variété qui est un atout, à mon avis, un enrichissement et qui va permettre l'adaptation à un grand nombre de situations. Nous nous appuyons pourtant, malgré cette diversité, nous nous appuyons sur les mêmes fondamentaux, sur la même déontologie, sur la même professionnalité, en particulier dans cette déontologie, la confidentialité, la neutralité, la formation nécessaire et surtout la supervision externe indispensable à notre métier. Nous avons tous ces mêmes fondamentaux, même si nos pratiques divergent, ou plutôt diffèrent, excusez-moi. Une entreprise qui doit implanter le coaching interne doit absolument se donner les moyens de respecter ses fondamentaux, comme le coach doit rester en permanence vigilant à ses fondamentaux. C'est ce qui va contribuer à vraiment la construction de la colonne vertébrale, du socle solide, qui va vraiment permettre à l'entreprise d'utiliser le coaching au mieux de ses possibilités et pour le bien de tous. Nous sommes aujourd'hui avec la FAP et les autres participants dans une volonté de transmettre le fruit de nos réflexions, de confronter nos idées, de partager et de rencontrer une grande diversité de personnes. L'occasion m'a été donnée effectivement de participer à cette co-construction et c'est vraiment avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je suis là, que nous sommes certains membres d'InCoach ici et que nous partagerons et confronterons nos idées avec vous tous. Un grand merci à vous pour cette journée. Première table ronde, donc qui a pour titre appréhender les enjeux du coaching interne, sens, impact et éthique d'une démarche de coaching interne dans les organisations du secteur public et dans les entreprises. Et cette table ronde sera animée par Martine Voll. Martine Voll, qui est coach, qui pratique le coaching et la supervision depuis de nombreuses années, que j'ai eu l'occasion de connaître à l'époque où elle était présidente de l'International Coaching Federation et où, en tant que président de l'ASF Coach, j'avais impulsé les premières rencontres entre ces deux grandes associations. Voilà, Martine, c'est à toi. Donc, oui, Dominique fait un lien effectivement avec les années 2006 où nous étions respectivement présidents de l'ASF Coach et de ICF. Donc, bien sûr que ICF, c'est une des grandes associations qui s'occupe de la professionnalisation des coachs.
Et là, le cadre qui nous reçoit aujourd'hui, c'est la FAP. Et la FAP a une spécificité, c'est un endroit où nous pouvons nous poser pour prendre le temps de penser. Donc, j'ai envie de faire un lien, puisqu'on a parlé d'ICF. Prendre le temps de penser, c'est aussi prendre le temps d'avoir du recul par rapport à une pratique qui a une histoire. Donc on pourrait faire le récit de cette histoire. Et prendre le temps de penser, c'est aussi faire le lien avec de la théorie et des concepts, et puis de pouvoir se retrouver dans des champs de pensée et d'en avoir conscience. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette table ronde. Cette table ronde, elle a plutôt l'objectif de se poser sur, mais finalement, c'est quoi le sens? La table ronde numéro 2 va nous parler du comment, mais donc je vous rappelle la consigne qui était de vraiment s'axer sur le sens. Donc, comme nous sommes tous debout, je vais vous passer les micros pour que vous puissiez vous présenter respectivement. Je vais commencer par peut-être Annick Richet, parce que je voulais faire aussi le récit de l'histoire. Annick Richet a organisé au sein d'ICF France un travail sur le coaching interne, et c'était il y a 10 ans, Annick. Donc ça va être aussi une date anniversaire où à l'époque on était dans la pratique et aujourd'hui on est dans la réflexion. Donc Annick, et puis je te laisse passer le micro. Bonjour. Donc effectivement, il y a 10 ans, on avait un groupe de 200 coachs internes et des RH pour découvrir le coaching. À cette époque-là, j'étais responsable de la politique du coaching dans le groupe SNCF. Maintenant, j'ai pris du recul pour faire de la recherche sur l'évaluation du coaching et sur l'impact des organisations sur l'efficacité du coaching. Et je continue à travailler avec des coachs internes. Bonjour, Dominique Baumann, je suis coach interne depuis 8 ans au ministère de l'écologie et du développement durable au sein d'une équipe de 10 personnes dont 7 maintenant sont à temps plein depuis le 1er janvier. Bonjour, je suis Guillaume Pratt, j'ai plusieurs casquettes, je suis à la fois coach interne depuis 13 ans et responsable et co-responsable du coaching au groupe Société Générale. Et maintenant nous avons une communauté de plus de 40 coachs internes et bientôt 50 à la fin de l'année. Et puis par ailleurs, j'ai un cabinet où j'exerce en coaching, psychothérapie et supervision. Bonjour, Claude Pellastier, je suis responsable du service formation à la communauté urbaine Marseille-Provence, 4000 agents. Voilà. Et depuis 2013, nous avons mis en place la fonction de coaching interne à NBM, conjointement avec un marché qui nous permet d'avoir des coachs externes. Bonjour, Pascal Finkelstein. Donc, je suis responsable du département du développement professionnel à l'assistance publique. Mais pour ce qui vous intéresse aujourd'hui, je suis surtout responsable du réseau des coachs internes. J'ai en 2008 mis en place le réseau des coachs internes à l'API. Je suis coach moi-même. Et je suis très heureuse de rencontrer Annick Richet, puisque, pour tout vous dire, j'ai même amené ma Bible du coaching interne. C'est ce qui a servi à mettre en place à l'assistance publique le coaching interne. Jean-Marc Cognac, délégué académique à la formation au rectorat de Paris. Donc j'ai en responsabilité les plans de formation donc, des personnels de l'éducation nationale sur l'Académie de Paris, donc 30 000 personnes à peu près. La formation, le service de la formation accueille le dispositif de coaching interne de l'Académie de Paris. Et donc c'est dans ce sens que je vais essayer de témoigner du point de vue de l'institution, la façon dont on peut considérer les enjeux de la mise en place de ce dispositif dans l'Académie. Je suis Olivier Mine, je vous ai accueilli un certain nombre d'entre vous ce matin, je vous ai beaucoup écrit ces derniers temps, donc je suis aussi le secrétaire de cette jeune association qui est la FAP. Mais c'est pas à ce titre-là que je serai dans la première table ronde, parce que je suis aussi, ou plutôt j'ai été, proviseur de lycée pendant 30 ans, et les 11 dernières années proviseur de lycée à Paris. Et c'est dans ce contexte-là, et donc dans celui que vient d'évoquer Jean-Marc, que je suis un coach en devenir, un coach interne en devenir, ce qui me permet d'avoir une retraite active
Olivier, on a parlé de récit, donc bien sûr qu'on va parler du sens du coaching. Je te propose de commencer. Finalement, j'avais une petite phrase que j'avais notée lorsque nous nous sommes préparés, et où tu disais, mais c'est une expérience qui a commencé dans la clandestinité. Tu veux démarrer comme ça? Oui, il y a dans la salle Marie-France Guinaud de Héry qui était dans les toutes premières prémices du coaching dans l'Académie de Paris. Je parle sous son discret contrôle. Je crois que le mot clandestin est un peu provocateur, mais quand même, je l'aime bien parce que c'est vrai que de 2002 à 2007, Marie-France, psychologue clinicienne, formée au coaching, a été seule à proposer une pratique de coaching dans l'Académie de Paris. Et c'était une pratique à son image, à la fois discrète et efficace, puisque je pense qu'en quelques années, elle a fait plus de 120 coachings individuels et coachings d'équipe dans l'Académie. Et c'est sur elle que reposent les origines de ce que j'aime appeler aussi une aventure. Avec sa force de conviction, elle a convaincu quelques personnes au niveau du service de formation, au niveau des chefs d'établissement de l'académie. Et dans les années 2007, 2008 et 2009, on est passé à une deuxième phase. Cette phase appelée clandestine, je vous rassure, Marie-France a des papiers. On est passé à une phase que j'appellerais pionnière, parce que le groupe s'est étendu. Deux signes forts, l'apparition de l'activité de coaching dans le catalogue des formations offertes par l'Académie de Paris, donc le dispositif prenait une forme institutionnelle, et puis la deuxième forme de cette phase, c'est aussi la formation. Dominique Jagnon l'a évoqué tout à l'heure, puisque c'est CAP qui a dispensé cette formation, en un premier temps à 16 cadres de l'Académie de Paris, la quasi-totalité étant des chefs d'établissement, de collège ou de lycée. Et il y a eu une deuxième vague de formation en 2012 qui a regroupé des personnels de direction et des personnels d'inspection. Voilà donc pour cette phase pionnière qui était absolument passionnante parce qu'on était en pleine co-construction d'une offre de services, de protocoles de fonctionnement et dans l'enthousiasme aussi de quelque chose d'un processus émergent, comme on pourrait dire. Et puis, je dirais une troisième phase dans ce storytelling, j'ai horreur de l'anglais, donc je le dis quand même, dans le récit de notre aventure, troisième phase dans laquelle on est aujourd'hui, je pense qu'on en reparlera tout au long de ce colloque, que j'appellerais une phase d'institutionnalisation. C'est moins dur à prononcer que patrimonialisation, mais c'est pas facile non plus. Avec une recherche à la fois de reconnaissance institutionnelle, de légitimité, on en parlera peut-être tout à l'heure encore un peu, et aussi, parodie Houellebecq, une extension du domaine de la lutte, puisque nous essayons aujourd'hui d'étendre notre domaine d'activité à d'autres catégories de personnel, et pas seulement à l'encadrement, et éventuellement aussi, par contamination, d'essayer, et de réussir d'ailleurs, à toucher des académies circonvoisines, voire des académies plus lointaines. Bref, on est dans un processus de consolidation et d'institutionnalisation. Merci. On voit les étapes, et maintenant la période d'essaimage. Donc, de cette histoire, nous sommes partis du sens, mais nous sommes aussi partis du déclencheur. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, les choses s'enclenchent, émergent, se fabriquent? Alors, merci pour la fabrication. Jean-Marc Coignac, quel est le sens de toute cette fabrication? On va dire que pour comprendre le sens et l'impact de la mise en place d'un dispositif de coaching interne, comme celui de l'Académie de Paris, il faut évidemment s'interroger sur la nature des besoins qui émergent de la part des personnels. Une rencontre qui est parfois difficile. Le besoin d'un accompagnement est d'autant plus fort aujourd'hui dans le système éducatif qu'il se présente comme le miroir d'une société en mutation, certains diraient même en crise. Alors pour l'éducation nationale, il y a des choses connues, crise des vocations, la violence à l'école, la reproduction des inégalités sociales, comme le montre le classement récent aux épreuves internationales PISA. Donc il s'agit bien dans ces conditions de tension, d'entendre les besoins des acteurs et tout particulièrement
les besoins des responsables de l'encadrement, hein, qui ont pour mission d'assumer le pilotage et l'organisation des établissements scolaires, du système éducatif de manière plus générale, probablement dans le dépassement de cette crise et dans la prise en compte de cette mutation. Alors je pense que, du point de vue de la formation en tout cas, et des politiques RH, que le coaching constitue, le coaching interne, mais peut-être d'une manière plus générale, le coaching constitue une réponse parmi d'autres, hein, pour répondre à la fois donc, aux besoins de pilotage de l'institution, mais aussi à ceux de l'accompagnement des personnels. Alors certes, on le disait, dans une logique de prévention des risques psychosociaux, mais pas seulement. Hein. Il s'agit bien également de valoriser tout ce qui se fait de bien dans le système éducatif. Et dont sont porteurs précisément les personnels de direction, inspecteurs, responsables administratifs, chefs d'établissement, comme le sont également les enseignants. Hein. Donc avec le coaching, il s'agit bien de valoriser le travail réel accompli par les professionnels, et tout particulièrement lorsqu'ils sont confrontés à des situations de changement, que sont précisément les prises de fonction, le pilotage donc en situation de changement, voire de crise, hein, les évolutions professionnelles, et plus généralement le management des équipes. Sur la question du sens, hein, je pense que l'on doit pouvoir faire sens dans la démarche de coaching. Alors au sein de l'éducation nationale, lorsqu'il existe, comme je le crois, une véritable communauté culturelle entre les objectifs d'une démarche de coaching et le fondement même de l'acte éducatif, qui se donne précisément, là je pourrais presque citer les textes, hein, qui se donne précisément pour objet de faire accéder les élèves, alors de la maternelle à l'université bien sûr, à la liberté de penser, d'agir dans la vie de la cité. La démarche de coaching ne vise pas autre chose. Il s'agit d'aider la personne coachée à trouver par elle-même, hein, les moyens d'atteindre les objectifs qu'elle se donne. Donc le coaching repose sur le principe de l'existence d'un développement professionnel continu par lequel la personne devenue consciente de ses propres capacités à changer, à évoluer, à réfléchir, va bien sûr s'interroger sur ses modes de fonctionnement et va à partir de là accepter d'être accompagné. Donc le sens profond du coaching consiste précisément à poursuivre le développement d'un processus formatif, alors proprement humain, hein, qui pourrait être amorcé à l'école elle-même, hein, mais qui valorise la liberté du sujet dans ses capacités à construire sa réflexivité, ses compétences pour agir dans son travail. Alors j'avais 4 minutes, hein, dont je me suis principalement attaché au sens dans un premier temps, mais je ne peux pas éviter de parler des impacts, des enjeux des impacts. En tant que responsable de formation, c'est quelque chose que le recteur et les directeurs nous ont demandé, bien entendu, d'observer. Donc nous avons mis en place très récemment une enquête auprès des 180 coachés qui ont été suivis dans l'Académie de Paris depuis une dizaine d'années, plus de 140 réponses. Donc vous voyez un véritable intérêt pour cette enquête, qui a montré donc des effets très probants dans les pratiques professionnelles. Je cite rapidement ce qui ressort de cette enquête. Hein. Prise de confiance en soi, prise d'autonomie, meilleure maîtrise des émotions, capacité d'autocritique, amélioration du positionnement professionnel, capacité à surmonter des situations tendues, clarification des relations avec ses équipes, meilleure gestion des conflits. Alors, avec des effets durables constatés, hein, indiqués par les personnes coachées depuis donc plusieurs années, qui disent qu'ils ont pu consolider leur posture de pilote, de manager, qu'ils ont pu mieux construire une identité professionnelle et qu'ils ont vécu un épanouissement professionnel. J'entends des murmures. C'est aussi le défaut des systèmes d'enquête. C'est-à-dire qu'il reflète le point de vue de personnes qui ont vécu ce parcours comme étant extrêmement positif pour eux. Mais il va de soi que cette prise en compte est pour l'institution très importante parce qu'elle témoigne d'un réel effet sur les pratiques. Alors, évidemment, cette évaluation montre quelque chose qui est de l'ordre de l'efficacité de la démarche, mais plus généralement, elle interroge aussi la pertinence de la démarche. Quand je dis pertinence, c'est bien lorsque il y a adéquation entre un processus mis en œuvre et qui a un caractère principalement humaniste dans sa démarche, quand cette cohérence
est entendu et compris par les personnes qui ont été coachées et considèrent que les objectifs qui s'étaient donnés ont été atteints. Donc des évaluations comme celle-ci me semblent tout à fait essentielles pour dépasser un certain nombre d'obstacles institutionnels, je pense que d'autres en parleront bien sûr, qui se posent, alors soit par méconnaissance, soit par crainte de l'existence d'un contre-pouvoir au sein de l'institution, par crainte peut-être d'une manipulation pour la performance à tout prix, ça c'est le discours évidemment de nos partenaires sociaux, ou un principe d'économie dans ce qui serait conçu comme un luxe dans une période de crise. Alors il s'agit bien de valoriser l'impact du coaching, donc de donner la parole aux coachés, de s'appuyer sur les principes d'une éthique de la responsabilité, Dominique Jaillon en parlait tout à l'heure, tout en assurant la qualité évidemment de la formation professionnelle des coachs. Alors à ces conditions, je crois qu'on peut, et là j'ai envie de citer ce que nous disait Christian Lujan au cours des formations que nous avons suivies dans notre démarche de formation en coaching, il s'agit bien de dégonfler l'imaginaire, de renforcer le réel et de créer du symbolique par la reconnaissance de la valeur de l'activité professionnelle développée. Tu as reconnecté à quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est le mythe fondateur. La culture d'entreprise, il y a comment l'institution s'organise, l'organisation s'organise pour les organigrammes, les descriptions de fonctions, etc. Il y a aussi comment les hommes et les femmes qui travaillent font vivre leurs valeurs, ont un sentiment d'appartenance, se reconnaissent dans cette organisation. Mais c'est au service de quoi? Et c'est ce que j'appelle le mythe fondateur ou le projet partagé. Et tu as cité quelque chose qui me touche beaucoup, parce que tu as reparlé des élèves, avec cette mission qui est quand même d'aider un être à prendre sa place, et avec ta potentiellement liberté. Et du coup, j'avais la vision que finalement, ce travail d'accompagnement, sous forme de coaching ou autre, va permettre à des personnes de réaliser leur mission. Donc je vois cet effet reflet, comment aussi on permet aux gens qui travaillent dans une organisation en forte mutation, qui dit mutation dit anxiété, vont pouvoir dépasser ces anxiétés et continuer à travailler. Donc on est déjà dans quelque chose qui a beaucoup de fond. Et une deuxième idée sur la réflexivité, qui est aussi comment ces personnes vont apprendre de ce qu'elles ont, du chemin qu'elles viennent de parcourir. On y reviendra. Merci. Donc, la proposition, c'est de continuer l'aventure. Dominique ? Notre aventure, nous, elle a commencé dans les années 2004-2005 au ministère de l'Équipement, et qui est devenu ensuite, par liaison avec d'autres ministères, celui de l'industrie et celui de l'écologie, du développement durable. L'idée est partie à la fois de vocation individuelle, comme souvent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de faire du coaching, et l'idée aussi que le ministère de l'Équipement était un acheteur très important de prestations, de tout ordre, par ses services et autres, et qu'on n'était peut-être pas les meilleurs acheteurs qui soient. Et dès le départ, compte tenu de ce qui se profilait, à la fois des grandes réformes de services, à la fois des fusions, l'idée qu'il y aurait de toute façon un besoin d'accompagnement, est née cette idée de se structurer autour d'une offre d'accompagnement, mais de ne pas internaliser une fonction de prestataire, mais bien de professionnaliser un certain nombre de personnes sur la capacité à proposer des dispositifs, des réponses, ou mieux analyser les demandes. Ce qui fait que très tôt ont été liées l'idée de coaching externe et coaching interne. Les deux ont toujours fonctionné. La deuxième idée était aussi de développer une véritable culture de l'accompagnement au sein du ministère. Le ministère de l'Équipement avait une longue tradition managériale, souvent une tradition aussi beaucoup d'ingénieurs, et il y avait aussi un vrai besoin de les accompagner dans la gestion des changements, et ce qui nous a conduit aussi à pas mal développer le coaching individuel. L'idée là-dedans, au travers de cette professionnalisation, a été de professionnaliser aussi sur l'ensemble des champs, puisque on est parti au départ beaucoup sur du coaching individuel, mais très vite on est allé sur le champ du coaching collectif.
En ça, on a répondu aussi à nos détracteurs, puisque notre aventure s'est pas faite toute seule. Ça a pris du temps. Nous aussi, on a commencé dans la clandestinité. On l'est resté longtemps, et on est resté même jusqu'au 1er janvier 2014, où enfin a été créée officiellement une structure d'accompagnement. Donc on est sorti de cette clandestinité, et notre parcours a été lié finalement aux résultats qu'on a obtenus sur le terrain, et à la confiance que nous ont fait les gens. La difficulté a été effectivement beaucoup avec les organisations syndicales, mais aussi avec l'administration. Parce que le coaching est arrivé en même temps que les grandes réformes, dont une qui s'appelait la RGPP. C'est-à-dire que c'était synonyme d'accompagnement finalement, de réduction d'effectifs, de contraintes, c'était pour faire avaler la pilule. Donc à la fois, le coaching a été entaché de deux choses, c'est pour les gens qui vont pas bien, ce qui est expliqué tout à l'heure, et en même temps, c'est une façon de faire avaler la pilule, des réductions d'effectifs, des contraintes et autres. Donc, autre élément, c'était de dire le coaching, ça fait peser sur la personne toute la responsabilité. Donc on accompagne les gens, mais la question, elle est aussi au niveau de l'organisation. Ce qui explique aujourd'hui aussi, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, ce qui explique aujourd'hui le développement et le retour du collectif dans l'ensemble de nos accompagnements. Pour revenir sur le champ de la professionnalisation, donc on a fait le choix dès le départ de ne pas être une internalisation effectivement de prestations externes, mais que ce soit vrai aussi dans notre professionnalisation. C'est-à-dire, on ne voulait pas être des coachs maison. Donc bien sûr, très rapidement, on s'est doté d'un cadre déontologique. Et le choix qui a été fait, c'est qu'on ne soit pas tous formés dans les mêmes écoles, de façon à ouvrir le plus largement possible les pratiques, et éviter la consanguinité, si j'ose dire, et de la même façon, avoir des lieux de supervision qui nous soient propres. Ça a amené effectivement une grande richesse aussi dans nos débats. Ça montre aussi la grande diversité des postures et des approches aussi en termes de posture, en termes de pratique. Et on l'a vu à certains moments, y compris dans la façon d'être coach interne. C'est-à-dire, de qui on dépend quand on est coach interne? Qui est le client? Et la tonalité du parcours de formation se ressent beaucoup dans cette pratique. Alors sur les impacts, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Ça nous a aussi beaucoup permis d'abord de faire du retour d'expérience. C'est-à-dire d'attirer l'attention, puisqu'on est au sein d'une structure, on est au sein du secrétariat général, on n'est pas rattaché à la DRH, on est rattaché à un service de pilotage qui est assez particulier. Ça nous permet d'avoir effectivement du retour d'expérience et d'amener des correctifs à la mise en place, ou d'amener aussi des moyens, ou d'amener aussi des dispositifs qui permettent d'anticiper ou de corriger un certain nombre d'effets de commandes qui sont passées ou de comportements qu'on peut constater. Il faut savoir que notre ministère est particulièrement bousculé. Il l'est depuis pas mal d'années. Il y a une perte de repères extrêmement importante. Les managers eux-mêmes sont perdus. Les dirigeants ont du mal à avoir une visibilité qui va, je n'irai pas jusqu'à dire au-delà du mois suivant, mais dans certains cas c'est vrai. Donc aujourd'hui l'accompagnement a pris une vraie place au sein de nos structures. L'accompagnement est reconnu. Au-delà de la reconnaissance institutionnelle, on a une vraie attente aussi par rapport à nous. Justement parce qu'on a aussi à la fois cette garantie de professionnalisation, je crois qu'on a prouvé des choses, et en même temps parce qu'on est aussi capable de transmettre l'information, de la faire remonter. On a aussi une courroie de transmission en ce sens. Et j'en viendrai au troisième point, qui est aussi la condition de la loyauté. Quand on est coach interne, on a aussi un employeur. On a le même employeur d'ailleurs que les gens qu'on accompagne. C'est là la principale difficulté. C'est à la fois un avantage sur le plan culturel, mais c'est aussi une réelle difficulté.
Et cette loyauté, on doit l'avoir à tous les instants. C'est-à-dire que ce soit dans l'accompagnement individuel, même quand on est coach externe, effectivement, quand on fait un coaching, et si la personne nous fait faire autre chose en coaching, effectivement, on a le droit déontologiquement de le refuser. Quand on est coach interne, c'est la même chose. Et je crois qu'on se doit d'éviter tout dérapage en la matière. De la même façon, la mise en place de certaines politiques qui sont accompagnées, on nous a demandé quelquefois d'accompagner, notamment, je me souviens, c'était une fin de règne politique, où était mis en place un espèce de grand chantier stratégique qu'on nous demandait d'accompagner. Je l'ai été. On allait refuser, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas refuser, parce que ça fait partie effectivement même si on était en désaccord sur le fond, il n'y avait rien qui déontologiquement ou sur le plan éthique nous empêchait de le faire. Alors oui, on commence à avoir de la complexité et du paradoxe. Donc, et en même temps, il y a du lien qui commence à se fabriquer avec l'intervention d'Olivier Jean-Marc. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une intention dans le démarrage un peu clandestin, le mot même plus un peu provocateur, mais en tout cas quelque chose qui se prépare, qui se tisse avec des intentions extrêmement positives, qui ont du sens. Et puis, là, on passe donc de l'ombre à la lumière. C'est quelque chose qui m'avait frappé lorsqu'on avait discuté, qui finit par être reconnu, parce qu'il y a comme une rivière souterraine, comme ça, qui porte des valeurs, des choses importantes. Et là, on voit apparaître aussi la peur que peut susciter ces démarches. On parlait des partenaires sociaux, et peut-être qui finalement envoie un message intéressant qui est de dire mais attention à l'instrumentalisation. On parle d'instrumentalisation qui envoie des warnings. Alors ça veut dire qu'il y a quand même un travail pour permettre la compréhension pour tous de ces intentions positives, mais en même temps il y a des paradoxes et des freins et des obstacles, on y reviendra, sur mais qu'est-ce que c'est ce truc et qu'est-ce que vous allez en faire. Voilà. On reparlera de la loyauté tout à l'heure. Oui, le coaching à l'assistance publique s'est mis en place vers 2004 et concernait les cadres dirigeants et était confié au coaching externe. Et il y avait également, au niveau du conseil carrière qui existait à l'AP, au siège de l'AP, quelques conseillers carrière qui étaient coachs. Donc, quand moi je suis arrivée en 2008, on m'a demandé de mettre en place du coaching individuel, de former les coachs. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, avant d'en former, il faudrait peut-être voir ceux qui sont déjà existants. Essayer de rassembler, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il me semble que le coaching interne doit présenter aussi des garanties de formation pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure. On avait aussi fait le choix d'avoir des formations différentes. Il y a des gens qui ont été formés au CNAM, à Media Coaching, par M. Jalon. L'essentiel a été formé par lui. Mais, et puis nous avons un certain nombre de masters universitaires, on a des diversités de formations. Ça répond aussi à une chose, c'est qu'on a choisi d'avoir des coachs d'origine professionnelle différente. Le coaching interne à l'AP, il est au sein de la DRH, mais il rassemble des médecins, des directeurs d'hôpitaux, des cadres de santé, des ingénieurs qui, de par leur formation ou leur appétence, ont choisi de rejoindre, de se former au coaching. Alors, il faut... notre objectif, c'est pas qu'un médecin coach un médecin, parce que même si je pense que le coaching interne, c'est important pour nous d'avoir des coachs internes, parce qu'ils comprennent la diversité de l'institution sur laquelle je vais revenir, mais c'est important justement que nous avons à l'hôpital, il y a des médecins, il y a 3 hiérarchies, qui se côtoient. Il y a la hiérarchie médicale, il y a les soignants, il y a la direction. Donc c'est 3 métiers qui travaillent ensemble, ou du moins qui devraient travailler ensemble. Donc ça nous paraissait intéressant que ce milieu professionnel se retrouve au niveau des coachs internes, mais qu'on puisse en profiter pour avoir échangé. Justement, un médecin va coacher un administratif ou un soignant. Un médecin ne coachera pas un médecin. Donc voilà. Alors pourquoi le coaching à la PHP? D'abord parce que nous sommes aussi des fonctionnaires, la fonction publique hospitalière.
hospitalière a été soumise à un grand nombre de réformes, comme tous les autres fonctionnaires. Les notions d'objectifs, à travers l'entretien professionnel, de primes intégrant une partie résultat, tout ça est entré à l'AP et a complexifié le contexte pour les fonctionnaires. Au même moment, s'est mis en place, avec la loi HPST, l'organisation en pôle. Alors pour être très bref, dans un hôpital, vous aviez des services identifiés, services de gastro, services d'ophtalmo, services d'ORL. Et si on prend par exemple l'exemple de la Pitié-Salpêtrière, au lieu d'avoir ophtalmo, ORL à différents endroits de l'hôpital, ça a été regroupé dans un pôle TTQ, où des médecins et des professionnels d'origine différente, qui avaient d'autres façons de fonctionner, sont regroupés au sein d'un même pôle, avec une hiérarchie composée d'un chef de pôle qui est médecin, qui est un chef de service, mais ça veut dire que d'autres chefs de service n'ont pas accédé à cette responsabilité de chef de pôle. Première difficulté. Un cadre paramédical de pôle, donc un cadre supérieur de soins, donc dans la hiérarchie infirmière, qui est l'adjoint de ce médecin, et puis un administratif pour compléter le trio. Donc ces gens ont dû apprendre à travailler ensemble, donc ça a profondément modifié les organisations. Et la PHP a mis en place, de 37 établissements qu'il y avait dans l'ensemble de Paris, on s'est regroupé en 12 groupes hospitaliers. Donc par exemple Bichat, Beaujon, Louis Mourier, Bretonneau et mon collègue complétera peut-être, que j'ai vu dans la salle, il y a au moins 5 établissements qui sont regroupés en une seule entité, groupe hospitalier. Donc tous ces gens qui ont dû apprendre à travailler ensemble, ça a profondément surpris, désorganisé. Et le coaching, ça a été une façon aussi d'accompagner le changement, de proposer des moments où, qu'on soit médecin, cadre de soins, on pouvait se poser et essayer d'analyser ce qui se passait au sein de l'AP, mais aussi surtout pour soi. Parce que quand on regarde les coachings qu'on a à l'AP, ma fierté, c'est que depuis 2007, le nombre, s'il n'a pas explosé, n'a pas diminué. Nous avons en gros 30 coachings par an, donc ça fait presque 200 cadres ou médecins qui ont été formés au coaching, et qui donc ont trouvé là un espace pour se poser et donc développer leur capacité personnelle et professionnelle à appréhender et accompagner leurs équipes dans ce changement. Oui, voilà, je retrouve ce que je voulais dire, c'est que l'essentiel de nos coachings, plus de 40% sont des coachings de positionnement, que le cadre de proximité a du mal à trouver sa place au sein de l'institution telle qu'elle évolue aujourd'hui. Et comme le disait M. Poinboeuf tout à l'heure, on a fait une enquête auprès des agents. En gros, on a eu 40 000 retours, un peu plus de 40 000 retours, et c'est le défi manager, c'est le management, de comment le faire passer au sein de nos équipes. Ce que permet d'éviter aussi le coaching, je pense à la prévention des risques psychosociaux, comment aussi ces grands bouleversements créent d'organisation, des changements d'organisation créent aussi des bouleversements émotionnels avec des pertes de repères, des personnes qui ont besoin de se poser, prendre du recul, réfléchir et puis pour repasser à l'action. Mais en vous écoutant, j'avais bien conscience de ça, mais je me disais, quid du coaching entre coach interne et coach externe, parce que finalement l'accompagnement, qu'on soit coach externe ou coach interne, on va pouvoir le faire au service de quelque chose, avec des enjeux qui ont du sens pour la personne et puis des enjeux plus grands qui ont du sens pour l'organisation. Donc nous reviendrons là-dessus. Pour peut-être prolonger ce questionnement, je vais passer la parole à Guillaume Prat. Bien sûr que là on change d'univers, ça va être l'univers de la banque, néanmoins l'implantation du coaching elle est aussi ancienne, et donc je pense qu'il y a un recul, Guillaume, un
papier que tu avais écrit il y a quelques années déjà, qui réfléchissait sur cette position entre coach externe et coach interne et quelle est la plus-value dans cet accompagnement du coach interne. Merci Martine. Effectivement, notre aventure a commencé fin 2001 avec finalement tout simplement mon désir de devenir coach, tout ça, sans trop réfléchir à l'intérêt pour l'entreprise, il faut bien le dire, enfin un petit peu tout de même, parce qu'il fallait le vendre. Et donc la bienveillance d'un dirigeant a permis que je devienne coach. Et 13 ans plus tard, enfin ce sera 13 ans à la fin de l'année, on se retrouve on sera 53, une communauté de 53 coachs internes et futurs coachs internes, dont 2 dans la salle, Anne Defoy et Sylvie Plouchard. Et puis sur ces 53, 34 référencés, et puis les autres étant encore en cours de formation ou en processus de référencement. Et donc, moi je trouve ça formidable quand je vois ça, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a finalement jamais eu aucune volonté politique. Ce sont uniquement des vocations individuelles, des gens qui se sont battus pour obtenir un financement de leur entité. Je trouve que c'est d'autant plus remarquable que leur entité n'avait pas de bénéfice direct en termes de coaching. Bien sûr, un bénéfice d'avoir quelqu'un de particulièrement développé dans l'équipe, mais bon, il y en a aussi qui ont financé eux-mêmes leur formation. Et avec ça, on peut se demander finalement quel sens pour le coaching interne. Ben, je dirais, au début, je me suis posé la question tout de même, et en fait, j'étais aussi responsable du coaching pour le groupe, et j'ai mis en place un système sans règle de niveau hiérarchique, et aussi avec systématiquement l'option pour les coachés de choisir entre interne et externe. Ça me paraissait d'autant plus déontologiquement nécessaire que j'étais seul pendant de nombreuses années. Donc j'aurais pas pu de toute façon faire tous les coachings, mais ça a permis de voir que finalement un certain nombre de gens préféraient le coaching interne. Et ceci malgré le fait que d'éminents coachs à l'époque doutaient de la possibilité d'avoir des coachs internes. Enfin, il y a des gens qui disaient que le coaching interne est tout simplement impossible. Et donc ça a fonctionné. Et j'ai toujours été très à cheval sur la déontologie, donc j'ai mis dès le début en place une charte de déontologie pour le groupe Société Générale, pour l'accompagnement. Et je dirais qu'il y avait effectivement, il y a toujours encore des gens qui doutent du coaching interne sur le plan déontologique. Et finalement, ça a toujours fonctionné. J'ai jamais eu le moindre souci, alors peut-être que je ne vois pas tout, mais j'ai jamais eu de souci de ce côté-là, que ce soit de coaching interne ou coaching externe. Et finalement, je dirais que je trouve que les coachs internes ont beaucoup plus intérêt que les coachs externes à être à cheval sur la déontologie, de toute façon, parce qu'ils n'ont qu'un seul client. S'ils jouent, s'ils font joujou, ils sont morts, c'est tout. Alors que les coachs externes peuvent toujours aller ailleurs. Donc tout ça a fonctionné, mais depuis quelques années, la crise a fait son œuvre et a donné encore plus de sens au coaching interne, mais finalement, elle m'a obligé à ne plus donner le choix, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant le choix, c'est seulement pour le management senior. Le middle management n'a plus le choix entre interne et externe, c'est nécessairement en interne, mais bon, ça ne m'a pas plu comme de plus donner le choix, mais en fait ça fonctionne tout de même, et ça a permis effectivement un très fort développement de la pratique des coachs internes, avec l'intérêt financier, puisque finalement les coachs internes, à part une cellule de 4 à la DRH centrale, nous sommes 4, les autres font ça à 10% en plus d'une mission principale. Finalement, il n'y a pas de coût pour l'entreprise en dehors du coût initial de la formation et puis de la supervision externe, bien sûr. Donc, ça fonctionne. Ça a de l'impact, en ce sens que bien qu'en moyenne, les coachs internes soient quand même beaucoup moins expérimentés que les coachs externes, ben les feedbacks sont bons, les résultats sont bons. Et puis, sur le plan déontologique, comme je le disais, ça fonctionne. Mais après, ça n'empêche pas, Martine, tu me dis pour le temps, que nous ayons... tout n'est pas rose. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement difficile pour nous, c'est de faire face à cette injonction paradoxale de l'entreprise qui est finalement, on se sert de vous, soyez des très bons coachs, soyez parfaits, mais en même temps, les moyens, vous n'en aurez pas finalement. Et puis, pensez bien à votre mission principale en premier. Donc, on est un peu coincé. Moi, je le vis de plus en plus mal, parce que ça rend la professionnalisation des coachs internes difficile. Pratiquer pour un coach interne, c'est un challenge. Bien que le statut ait été officiellement reconnu par le DRH du groupe en 2013, et bien qu'on signe de plus en plus d'accords tripartites avec les hiérarchies pour que les gens aient effectivement 10% de leur temps, mais avec la pression de la mission principale, ça reste compliqué. Mais malgré tout, ce sont que des vocations, ce sont que des gens enthousiastes et passionnés par ce qu'ils font, donc ils y arrivent tout de même, mais c'est difficile de se professionnaliser par rapport aux coachs externes qui, eux, effectivement, pratiquent beaucoup plus en moyenne.
Voilà, en quelques mots. Oui, j'ai envie de... Oui. Excuse-moi Martine, non, j'ai oublié tous les avantages connexes. Là, j'ai parlé du sens direct du coaching interne, mais de manière connexe, j'ai toujours trouvé que ça avait du sens que les personnes en charge du coaching soient eux-mêmes des coachs et une pratique. Donc la cellule de 4 personnes en centrale qui s'occupent du coaching, ce ne sont que des coachs qui en même temps pratiquent. Puis sinon, il y a aussi le sens de répondre à toutes ces vocations et de diffuser la culture du développement dans le groupe, parce que finalement, la déontologie du développement, elle est assez mal comprise. Hein, le fait que, parce que finalement, souvent les RH se disent « il y a plein de bonnes informations à avoir ». Finalement, pourquoi est-ce que l'information du développement ne serait pas communiquée au RH? Donc arriver à avoir une muraille de Chine entre ce qui est de l'ordre du développement et ce qui est de l'ordre de la gestion de carrière et des rémunérations, c'est compliqué. Et ça, les coachs internes le favorisent. Sinon, il y a aussi effectivement les feedbacks qu'on peut faire, des feedbacks bien sûr anonymes. On peut de temps en temps faire une synthèse à directeur général sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur l'esprit, sur la culture. Et puis enfin, il y a un truc qui est une notion un peu... on se demande s'il a du sens dans une banque, mais la notion du bien commun. C'est-à-dire que finalement, les entités qui ont un coach interne contribuent au bien commun, en sens qu'elles donnent du temps pour du coaching qui sera fait tout à fait ailleurs dans la banque. Et il n'y a pas beaucoup d'actions pour le bien commun finalement. À la Société Générale, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais donc ça, je trouve ça super. Merci Martine, désolé. Merci Guillaume. Au contraire, je vais continuer un peu avec toi. On a vu le sens du coaching interne et comment l'institution pouvait aussi trouver avantage, intérêt pour accompagner des gens à mieux accomplir leur mission. Et là, je trouvais que c'était intéressant de revenir, mais le coach lui-même, tu parlais de vocation, donc par rapport à sa vocation, ce qu'il a envie d'exprimer, quelle place il a finalement au sein de ces institutions. Et donc, ton intervention nous fait penser au rapport entre le coach et son organisation. Et alors, je vais te lire, garder encore quelques minutes avec toi. Je trouvais que tu posais des questions intéressantes. Tu disais... Je commencerai par m'intéresser à la relation entre le coach et l'entreprise. S'il est interne, le coach ressent-il sa fonction comme indépendante et respectée, ou bien comme contestée et sous surveillance? A-t-il le sentiment que son métier et sa déontologie sont connus et compris? Risque-t-il d'être un instrument de la politique de l'entreprise, ou même de son projet concernant tel ou tel salarié? Attend-on de lui qu'il soit une source d'information? Est-il dans une obligation de moyens, selon l'esprit du coaching, ou bien de résultats? Tous ces éléments auront bien sûr une influence sur sa pratique. Et le coach interne semble plus en risque que le coach externe, parce qu'il n'a qu'un seul client, qui est son employeur. Voilà. Donc je trouve intéressant aussi de se reconnecter à des choses plus personnelles que nous. Je suis coach externe, hein, donc que vous pouvez vivre en tant que coach externe, interne. Et tu rappelais ce périmètre qui est quand même une grande rigueur par rapport au code déontologique. Donc, tu viens de reciter encore. Qu'est une aide, le cadre déontologique? Oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment, je l'ai écrit, la première version il y a 13 ans, et puis je continue à la peaufiner année après année, en prenant les feedbacks, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont été gentils à donner des feedbacks. Et c'est vrai que je trouve, mais là encore une fois, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais que ça se passe bien. Et dans ce sens, finalement, j'ai pas vécu les difficultés du coaching interne telles qu'elles peuvent être mentionnées en général, telles qu'elles peuvent être décrites en général. J'ai vécu les difficultés du coaching tout court en entreprise. Mais finalement, ce qui compte pour moi, c'est avant tout... Est-ce qu'on travaille avec des coachs professionnels et est-ce que la déontologie est respectée plutôt que le côté interne-externe? Alors là, je laisse de côté, bien sûr, le côté dans le système ou en dehors du système, mais finalement, on est tous dans un système, les coachs externes aussi, ils ont un système avec l'entreprise par le lien commercial. Donc, finalement, je n'ai pas trouvé de réponse absolue là-dessus, je trouve que ça se passe bien, et j'ai autant que possible laissé les clients répondre eux-mêmes, c'est-à-dire que, indépendamment de tout ce que je peux dire, ce qui compte avant tout, c'est que le client se sente bien avec son coach, et c'est pour ça que j'étais très attaché au fait de donner le choix systématiquement au client, et je regrette de ne plus pouvoir le faire maintenant. Enfin, disons, entre interne et externe, parce que bien sûr, il y a toujours le choix entre plusieurs coachs.
Je vois des hochements de tête dans la salle, et puis Jean-Marc, Brigitte, enfin bon. Donc on va garder du temps pour aussi réagir à ce que vous venez de dire. Le titre du colloque national, c'est coaching interne, c'est aussi politique RH et accompagnement professionnel personnalisé. Donc c'est intéressant de se remettre aussi dans un contexte de politique RH. Claude Pélassi, donc moi j'avais noté une phrase clé quand nous étions rencontrés sur une alternative à la formation lorsque la formation ne suffit plus ou ne convient plus. Merci. Oui, effectivement, ça peut être une clé d'entrée. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, juste, je viens de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Je suis... Ouais, bien dans le micro, un tout petit peu plus fort. Un peu plus fort. Merci. Donc, sur une tribune de représentants de la région parisienne, je représente une relative différence culturelle. MPM est une collectivité jeune, puisqu'elle a été créée en 2002, c'est rien pour une collectivité territoriale. Depuis lors, nous avons vécu des réorganisations de grande ampleur, à un rythme soutenu, et nous sommes à la veille d'un changement encore plus majeur, puisque en 2016, normalement, nous disparaissons, et nous allons fusionner avec 6 autres établissements publics de coopération intercommunale et constituer une métropole. Donc, dans ce contexte, il est clair que le manque de stabilité et de lisibilité de notre institution est un facteur extrêmement anxiogène qui ne permet pas une stabilité minimale des cadres de référence. Donc l'identité professionnelle de nos agents, de tous nos agents, et notamment des cadres, est très perturbée. Et ce phénomène-là, tout le monde en a parlé finalement, que ce soit les hôpitaux, les ministères, l'éducation nationale et d'autres univers comme dans le privé, nous souffrons tous de cet état de fait. Mais alors pourquoi, à un moment donné, une institution ou une entreprise décide-t-elle ou ne décide-t-elle pas de mettre en place le coaching? Qu'est-ce qui se passe? Alors quand on en a discuté, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi on a mis en place le coaching interne? Et là, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, parce que finalement, on ne sait pas vraiment ce qui a présidé à cette naissance. Il y a certainement un faisceau de facteurs, comme il peut y avoir des faisceaux d'indices, et on n'est pas forcément conscient soi-même de ce qui a emporté le fait de le mettre en place. Donc en MPM, on n'est vraiment pas du tout des pionniers, puisque ça fait à peine 2 ans, et quand je vous entends, vous savez des années que vous avez mis en place le coaching. Il faut dire aussi que je suis très étonnée quand j'ai entendu dire que dans certaines institutions, la fonction a été mise en place dans la clandestinité. Alors ça, dans mon univers professionnel, la clandestinité, c'est pas possible, je vous dis tout de suite. C'est impossible qu'un agent d'une collectivité territoriale, de son côté, se forme tout seul et commence à faire du coaching interne. Alors là, vraiment, ça veut dire que quand même, dans vos univers professionnels, il y a une marge d'autonomie, de créativité que nous n'avons pas, la plupart du temps. Donc, il faut que la fonction, pour qu'elle existe, elle soit non seulement autorisée, mais elle soit portée. Alors, ou par le niveau le plus haut, la direction générale des services, ou par la DRH. Ça a été le cas à MPM. Pour ma part, je ne suis pas coach, je ne le serai jamais. Je suis plutôt dans la famille des alliés ou des passeurs. Donc, je suis dans le milieu de la formation, on l'a dit. Nous avons expérimenté un parcours de formation de toute la chaîne managériale sur plusieurs années. Et à l'issue de ce parcours, Martine vous l'a dit, on a bien senti que la formation ne suffisait pas, que les cadres avaient une demande d'un autre type, qui relevait plutôt d'accompagnement individuel à ce stade-là, notamment pour leur permettre de transférer les acquis de la formation en situation de travail, mais pas uniquement. Et le pas uniquement, à l'époque, en 2010-2011, il était difficile à analyser. Donc,
petit à petit, au sein du service formation et de la DRH, on a commencé à réfléchir à d'autres dispositifs qui pouvaient satisfaire cette demande d'accompagnement individuel. En parallèle, la DRH s'est engagée dans des dispositifs, des groupes de travail, de réflexion sur la prévention des risques psychosociaux. Et tout ça, au bout d'un moment, a fait sens. En parallèle également, nous avons recruté, les voies de recrutement dans les collectivités territoriales sont parfois un peu complexes, un cadre qui venait d'une autre collectivité et qui s'était lui-même formé au coaching interne par l'école de formation du CNFPT. Mon collègue dans la salle pourra vous en parler, à Montpellier. Donc il s'était formé, mais il a été recruté plutôt sur une mission de conseil en organisation. Mais il était dans la place. Donc en 2012, quand la DRH a pu faire valoir auprès de la présidence et du directeur général des services qu'il était nécessaire de mettre en place à la fois une fonction de coaching interne et de recourir à du coaching externe, parce que pour ma part, on a toujours mené les deux de pair, il y avait déjà quelqu'un sur place. Et ça a été extrêmement bénéfique, puisqu'on n'a pas eu... Ça a été assez rapide pour mettre en place la fonction. Par contre, la DRH a, entre guillemets, exigé que cette personne soit rattachée à la DRH. À l'époque, il était dans une direction opérationnelle et ne fasse que du coaching interne. C'était le prérequis indispensable pour que nous mettions en place la fonction. Alors, l'avantage du coaching interne, c'est que depuis, nous avons pu diversifier ces champs d'intervention. Donc, il a commencé en 2013, coaching individuel. Coaching d'équipe, nous n'avons pas eu de demande, donc voilà, coaching individuel. Et dès la première année, il a eu un nombre de personnes et de demandes extrêmement important, puisque la première année d'existence, entre le coach interne et les coachs externes, nous avons accompagné plus de 20 personnes pour une fonction qui a émergé en mars 2013. C'est quand même un résultat inquiétant et satisfaisant, enfin ça dépend du point de vue dont on se place. Et dès 2014, nous avons pu compléter le dispositif par de la médiation interpersonnelle et managériale et surtout un dispositif d'accompagnement à la prise de fonctions managériales. Et également, donc, là, ça s'adresse effectivement aux managers. Nous sommes dans le cadre d'une politique RH de professionnalisation et d'accompagnement des managers, qui sont en première ligne sur l'instabilité que nous connaissons et que nous allons connaître à la puissance 10, mais également d'accompagnement des agents sur toutes les situations de stress, de conflits interpersonnels, également sur des choses qu'un coach externe, nous n'aurions pas les moyens de les utiliser dans ce cadre-là, mais pour accompagner des agents qui sont en échec dans des situations de présentation de concours et d'examen, qui est chez nous l'accélérateur de la carrière par excellence. Donc un agent qui est submergé par le stress ou l'émotivité, c'est très intéressant qu'il puisse se faire accompagner par un coach et ça marche très bien. Voilà. Donc la difficulté par rapport au coach externe, je pense que, étant moi-même pas coach interne, quand on a mis en place la fonction, on a vraiment fait avantage-inconvénient de façon entre guillemets la plus neutre possible. Donc ça nous permet d'avoir des profils différents, des formations différentes, des postures différentes. Le coach interne, dès qu'on veut mettre en place quelque chose de nouveau, il est relativement disponible, accessible. Les coachs externes, c'est dans le cadre des marchés publics. Et là, c'est beaucoup plus difficile. C'est une vraie rigidité, une vraie contrainte qui n'est pas que financière. Par contre, en matière de déontologie, le coach interne, c'est vrai que s'il n'applique pas la déontologie et s'il n'est pas protégé dans l'institution, donc là, mon rôle aussi est de protéger son périmètre d'indépendance. Ça me semble essentiel parce que les pressions politiques et autres sont quand même incessantes et quotidiennes pour lui faire autre chose, pour lui faire dépasser finalement son cadre déontologique. Donc là, il faut résister très fort. Et je pense que s'il est tout seul dans l'institution, c'est très difficile pour lui. Bon, après, à partir du moment où vous êtes nombreux coachs internes, c'est peut-être plus facile. Mais quand il y a un coach interne dans une collectivité ou une institution, il a intérêt à avoir des alliés, je vous le dis. Par contre, en termes de déontologie, les coachs externes, c'est pareil. Vous savez, nous sommes des petits univers. Alors, Paris est une très grande ville, vous êtes très nombreux. Mais nous, dans le Sud, si un coach externe se grille, vous savez, ça va pas tarder à se savoir. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de survivre économiquement à l'avenir. Bien avec aussi cette histoire qui est que quand
les choses un peu de l'âge, de l'ancienneté, il faut se remettre aussi dans un contexte d'il y a 10 ou 15 ans. Nous étions dans l'émergence, c'est-à-dire qu'il y a on va encore dire quelque chose de commun, mais énormément de changements dans nos sociétés, de la complexité, etc. Donc des besoins nouveaux qui apparaissent. Et le coaching s'est mis en place pour répondre à ces besoins nouveaux. Ça a été une autre façon de travailler pour répondre. Donc on parlait de clandestinité, mais on pourrait parler d'émergence. C'est-à-dire que quand on est dans l'émergence, on est dans l'implicite. Donc c'est difficile d'aller promouvoir une action qu'on ne sait pas encore trop bien expliquer. Donc les années passant, finalement il y a un bénéfice qui est qu'aujourd'hui nous savons expliquer, le métier s'est structuré. Et donc là, je trouve que c'était intéressant de voir comment le coaching interne devenait quelque chose d'important dans une politique RH, dans une politique de développement, et que les choses peuvent se dire, se cadrer, se contextualiser, et avec la protection qui va avec. Et je suis très sensible à cette notion de protection. En tant que coach externe, je cherche toujours un protecteur qui va me permettre de travailler sainement. Et protection veut dire très lié aussi avec le côté de placer correctement les choses. Donc, alors, ce que j'ai envie de vous dire, après 15 ans finalement de recul sur politique de coaching, puisque c'est en 2000 où j'ai reçu la commande de concevoir cette politique de coaching, j'étais pionnière pour cette conception. Je l'ai été pour le coaching interne, puisque j'ai pratiqué depuis les années 80. Voilà. Alors j'avais envie de vous donner quelques repères que j'ai trouvés qui concernent le coaching interne. Le terme de coaching, j'ai trouvé le premier emploi de ce terme dans un article de 1938, et c'était déjà dans un contexte de coaching interne. Voilà. Récemment, en avril 2014, il y a une étude qui a été menée en Angleterre et qui nous dit que 78% des organisations font appel à la fois à du coaching interne et à du coaching externe. Il y a un peu plus de 7% qui ne font appel qu'au coaching interne et à peine 15% uniquement au coaching externe. Alors, une expérience de politique de coaching outre-Atlantique. 2008, c'est la période de récession. Une entreprise, une chaîne de restauration subit des résultats catastrophiques et décide de rebondir en mettant en place le développement du leadership et le développement professionnel. Le président et le DRH et la moitié du comité de direction se forment et se certifient au coaching. 2 ans après, les résultats sont là, le chiffre d'affaires a augmenté de 30%, le turnover a diminué d'1 tiers et l'entreprise est nommée au trophée des entreprises où il fait bon vivre. 2 années de suite. Voilà quelques résultats. Lorsque du coaching est développé avec une grande ampleur. Hein. Il n'y a qu'à regarder, il y avait un congrès à Cher, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. Le programme, la moitié des intitulés pourraient être des intitulés de coaching. Il y a aussi l'impulsion de la RSE. Est-ce que ça influe sur une attention particulière qui vise à l'accompagnement? Peut-être. Dans la naissance du coaching interne, c'est rarement la raison financière des coûts qui est déterminante. La vocation vient d'autre part, et on l'a vu pour plusieurs des organisations, même si ça compte. La politique, une politique de coaching, pour moi, c'est un système de régulation
qui permet la qualité des prestations et le développement des transformations qui aident aux transformations de l'entreprise. Si on regarde le coaching met en avant quand même des valeurs avec l'autonomie, la responsabilisation, la créativité, la liberté, on peut constater un écart avec les pratiques du management dans les entreprises. Donc ça peut paraître subversif. Et le coach interne, encore plus, parce que lui, il est là à demeure, et puis il a son marché en libre service. En plus, pour être un bon coach interne, on attend qu'il soit un peu un marginal séquent, qu'il ait un pied dehors, un pied dedans, qu'il cultive son extériorité. D'ailleurs, le cœur de son métier reste à l'extérieur. Il se forme essentiellement à l'extérieur, il se supervise à l'extérieur, il est en veille à l'extérieur. D'où cette question de la loyauté qui a été abordée. Pour moi, une politique de coaching permet d'afficher qui coach qui, comment, quand, sous quelle modalité, c'est-à-dire est-ce qu'on fait du coaching individuel d'équipe, est-ce qu'on fait du mentorat ou d'autres types d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on met, effectivement, comment choisit-on coach interne, coach externe? Pour reprendre de ce qui a été énoncé, nous, à la SNCF, on a, dans le groupe SNCF auquel j'appartenais, dès le début, nous coachions aussi nos dirigeants. Pas ceux avec qui nous avions une relation régulière, mais il n'y avait pas la partition entre coach interne et coach externe par niveau de responsabilité. Et certains dirigeants souhaitaient être coachés par des coachs internes pour des raisons de confidentialité, ne souhaitant pas aborder certains points stratégiques avec des gens d'externe. Donc les deux points de vue sont possibles. Avoir une politique de coaching, ça permet d'énoncer les garanties éthiques de confidentialité. Donc ça donne un cadre qui limite les dérives, ou du moins qui permettent de les réguler. Dans mon expérience, donc j'ai eu une commande du président qui était très claire. Il voulait que les managers, les cadres et leurs équipes soient accompagnés pour affronter l'ensemble des changements qui venaient de l'extérieur. Enfin, c'est le même discours qu'on a entendu déjà en 2000, c'était d'actualité. Et son exigence, c'était que cette politique soit conduite par un coach interne et pour des raisons éthiques. C'est-à-dire, il voulait à tout prix garantir la qualité des prestations de coaching, qu'elles soient internes ou externes. Il souhaitait aussi qu'il y ait des transformations de l'entreprise, mais dans le respect de la culture. Et puis, ce qui lui importait, parce que il y avait eu des coachings malheureux, qu'il puisse y avoir une intervention immédiate en cas de dérive. Ça arrive. Donc je dépendais directement d'une directrice de la rénovation managériale qui dépendait, qui siégeait au comité exécutif, donc à un niveau stratégique. Ce que je retire aussi, c'est que le coaching, installer ou mettre en place une politique de coaching, c'est mettre en place
un processus de transformation en co-construction qui est une véritable régulation au sens de Reynaud ou de Vernazov qui parlent de la même chose sur le coaching, sur des coachés. Pour moi, on peut le remonter à 3 niveaux. C'est-à-dire être vigilant sur ce que le coaching produit et ce qui permet comme transformation par le coaché qui est en interaction avec son environnement et donc induit des transformations. Mais aussi au niveau du pilotage du coaching, donc en interne, parce que les communautés des coachs sont des communautés qui ne sont pas forcément toujours faciles à manager. Ça n'a pas été dit, mais je m'autorise à le dire. Ce sont des personnalités indépendantes qui sont... Alors, il y a la richesse, ils sont formés dans des écoles différentes, ils sont supervisés par des coachs différents. Tout ça, c'est super. Seulement, ça demande néanmoins de travailler à l'alliance possible pour qu'ils puissent travailler entre eux lorsqu'il y a des interventions d'une certaine envergure et aussi mettre en place des alliances avec les coachs externes. Et puis, ce qui me tient à cœur et que je ne vois pas toujours en place pour multiples raisons, et ce n'est pas une critique, mais c'est plutôt à réfléchir, c'est que je pense que lorsqu'il y a des équipes de coachs internes, c'est comment profitons de ces compétences pour avoir une analyse avec eux sur qu'est-ce que ça produit sur l'organisation, et comment régule-t-on ça pour adapter l'offre de coaching. Ça veut dire chercher des profils de coach particuliers ou les développer pour répondre à des demandes émergentes et travailler donc sur le collectif des coachs en interaction avec l'organisation. Et puis le 3e niveau de régulation que je vois est tout à fait politique, qui est avec le bénéfice de ces réflexions menées à la fois avec la communauté des coachs internes et externes, puisqu'ils ont aussi une vision sur ce qui se passe des transformations de l'organisation, c'est de questionner et de débattre avec les dirigeants sur le sens de l'accompagnement et de la conduite des évolutions selon le rythme. Quel est le bon rythme? Quel est le type de changement, de transformation à impulser? Et ça, ce sont des discussions courageuses. Le coaching n'est pas seulement une offre pour les personnes, pour les équipes, mais il y a la partie aussi bénéfice global pour l'organisation à réfléchir. Mais finalement, est-ce que le coaching interne est légitime? J'ai envie de rebondir sur la question de la loyauté qui a été à plusieurs reprises abordée. Parce que ça, il me semble que ça ne fait pas de doute pour un coach interne qu'il a un devoir de loyauté. J'ai envie de dire que ça ne fait pas de difficulté dans l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale est une bonne mère, comme chacun sait, même si elle paye mal. Mais je crois que la loyauté n'exclut pas, au contraire, une posture critique. Je pense qu'on est aussi, quelque part, potentiellement le poil à gratter de l'institution. Je parle à côté de mon collègue responsable de direction. Mais, par exemple, si au cours d'un coaching... je m'aperçois ou je me suis aperçu qu'une bonne part de responsabilité dans la situation de détresse où était placé mon coaché était du fait même de l'exposition
ou de la surexposition dans laquelle l'institution l'avait placé, je pense que c'est aussi mon devoir de coach de le dire. Donc la loyauté, certes, et encore une fois, on bénéficie dans l'Académie de Paris d'une bienveillance active de la part de notre direction, je pense en particulier de la part de Claude Michelet, notre directeur, mais ça n'empêche pas que de temps en temps, on a aussi à dire des choses qui ne sont pas nécessairement agréables à entendre par rapport à la manière dont les personnels sont gérés. Moi, mon expérience professionnelle est aussi une expérience de syndicaliste. J'ai toujours été un syndicaliste actif et je fais des ponts entre ma pratique de coach et ma pratique de syndicaliste, où j'ai défendu les intérêts matériels et moraux des personnels, comme on dit, et j'ai l'impression de continuer à le faire. Je suis sinon du côté du coaché, mais je suis en tout cas à côté du coaché avant toute chose. Alors, évidemment, ça ne va pas jusqu'à défendre l'indéfendable, hein, c'est pas, mais je crois que la loyauté, c'est un exercice particulièrement délicat, et peut-être encore plus délicat dans l'expérience du coaching prescrit, où on agit dans le cadre de notre contrat tripartite sur une forme d'injonction de la direction, et parfois on est à la limite, c'est coaching ou mesure disciplinaire, hein, donc c'est pas toujours, c'est quelquefois très très délicat. Et je crois que, encore une fois, ma conviction personnelle, hein, c'est qu'on est à côté du coaché d'abord et avant tout. La question de la légitimité, j'ai envie de dire que la légitimité, elle se conquiert. Je parlais d'institutionnalisation tout à l'heure. Il me semble qu'on a besoin de reconnaissance. On n'a pas besoin qu'on nous dise merci. Encore que ça ne fait pas de tort, hein. Mais on a surtout besoin d'être connu et reconnu. Et c'est peut-être une des difficultés qu'on a dans notre académie, surtout qu'il y a des renouvellements dans les cadres dirigeants. Alors on a bien expliqué à un certain nombre de directeurs académiques, d'inspecteurs de ceci ou de cela, ce qu'était le coaching, mais c'est toujours à recommencer parce qu'ils s'en vont. Et il faut recommencer, et à chaque fois qu'arrivent des gens qui traînent leur scepticisme, ouais, tout ça c'est des machins psy, ou ouais, bon, ça marche un peu sur les brisés de notre compétence à nous, ou etc., etc. Donc on a un gros travail à faire d'explication, de réexplication, de manière à obtenir une forme de reconnaissance, et j'opposerais volontiers reconnaissance à méconnaissance, parce que l'un de nos principaux obstacles, c'est les représentations qu'ont des cadres dirigeants du coaching qui sont des représentations complètement pipeaux, quoi. Enfin, je ne parle pas d'une autre forme de contestation qui est, ça a été évoqué à plusieurs reprises, celle des partenaires sociaux, des organisations syndicales représentatives des personnels. Elles sont très puissantes chez nous, et on peut avoir à la fois des syndicalistes qui sont farouchement pour, et d'autres qui sont farouchement contre, et parfois sur des positions de principe. Oui. Bien dire qu'il y a quelque chose autour de la communication, comment on communique, comment on transmet, comment on explique, enfin il y a la pédagogie. Mais il y a quelque chose qui avait été dit, que je voulais synthétiser avant, et peut-être aussi de qui voulait prendre la parole, c'est qu'on voit bien, on a parlé de protecteurs, mais alors moi je dirais, quand ça devient officiel et qu'il y a une politique RH, ou là, super protecteur, hein, qui était pas forcément les RH, mais qui peut être le management qui prend, enfin qui s'empare de ce travail pour fabriquer quelque chose qui va accompagner une transformation. Ce qui me semblait intéressant, c'est qu'il y avait cette boucle de retour qui est aussi que le coach, qu'il soit interne ou externe là pour le coup, puisse aussi avoir cet interlocuteur pour renvoyer après coup ce qu'il a capté. Donc qu'on ne soit pas simplement au niveau du pansement, c'est-à-dire que ça fait mal quelque part et on vient faire un coaching qui va aider, mais que derrière, il y ait une réflexivité, il y ait un apprentissage de ce que ces symptômes racontent pour qu'ils puissent être restitués et remis dans la boucle. Pascal, et puis après Dominique, puis je vais apporter un micro et il y aura des questions. Oui, je voulais juste compléter là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et nous, on s'attache à présenter tous les ans un bilan du coaching avec le nombre qualitatif et quantitatif de coaching. Qualitatif, j'entends plutôt le motif pour lequel la personne a souhaité un coaching. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous, nos cadres de proximité, c'est essentiellement des problèmes de positionnement. Et je pense que là, il est de mon devoir de faire remonter ces thématiques. Et donc, régulièrement, vous avez vu M. Poinboeuf tout à l'heure, et je lui fais un retour de ce qu'il remonte des cadres qu'on reçoit.
Et pour ce qui est, comme vous disiez tout à l'heure, de la position des syndicats, c'est vrai qu'elle est... nous, on n'a pas présenté le coaching de manière officielle. Ça n'a pas fait un point à l'ordre du jour d'un CTE ou d'un CHSCT. Par contre, il est présenté et admis par les syndicats de cadres pour les directeurs d'hôpitaux. Ça fait partie d'un dispositif d'accompagnement de la carrière, du parcours professionnel. C'est une option qu'il aurait donnée. Il est inscrit aussi le coaching comme un accompagnement possible dans tout ce qui a été mis en place, puisque vous avez peut-être entendu que l'année dernière et depuis quelques années, il y a un malaise des cadres à l'assistance publique et dans le monde hospitalier d'une manière générale. Donc systématiquement, le coaching est une proposition qui est faite. Et bon, je dois dire qu'il y a quand même quelques organisations syndicales qui viennent nous dire oui, bon, bah oui, un coaching, ce serait pas mal. Enfin, je crois que le terme nous dessert beaucoup, et comme dans la fonction publique, tous les termes anglais sont souvent assez proscrits, je pense que l'accompagnement individuel Mais ce qui m'interpelle juste, c'est on s'adresse toujours au coach et au coaché, mais en fait, c'est le N+1 souvent qui aurait besoin du coaching, ou à qui on a besoin d'expliquer ce que c'est qu'un coaching, parce que je crois que lui, il ne comprend pas toujours quand il nous envoie un coaching. Peut-être sur le terme de clandestinité tout à l'heure, il ne s'agissait pas d'être clandestin par rapport à nos décideurs et à notre hiérarchie, mais la clandestinité dans laquelle ça s'est développé parce que ça faisait peur, ce qui est un petit peu différent. La deuxième chose, c'est le risque de se promener entre éthique, déontologie et loyauté. La loyauté, c'est pas la servilité, mais c'est juste se souvenir d'avoir conscience de ce qu'on fait au moment où on est là aussi, par rapport à notre institution. On est là dans le cadre d'un portage aussi d'une politique, donc ça a du sens. Et on n'est pas là simplement comme des travailleurs indépendants en interne, où quelquefois le risque est grand, ou même la structure qui prend à son compte la définition d'une politique. Parce que ce sont des sachants, parce que ce sont... Donc la loyauté, elle est vraiment située là où on en est nous, par rapport effectivement à nos commanditaires. C'est surtout ça. Un quart d'heure.